À l'heure où les soldats français quittent le Tchad, est-ce que cette affaire n'illustre pas le rejet de la France en Afrique? Il faut dire que les propos récents d'Emmanuel Macron n'ont pas du tout plu aux Africains. Écoutez. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. La légende du roi Macron, le roi qui a le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche. Récemment, Emmanuel Macron a déclaré que l'Afrique a oublié de dire merci à la France alors qu'il parlait de l'intervention militaire française en Afrique contre le terrorisme depuis 2013. Donc, d'après vous, ce genre de déclaration est-il approprié de la part du président d'un pays où pour la seule année 2024, il y a eu 3 gouvernements? Mais vous savez, dire merci, à mon avis, si on te dit merci, c'est bien. Mais quand tu demandes qu'on te dise merci, c'est pas très intelligent. Donc, on peut pas demander à des pays africains d'être reconnaissants à la France parce que les Français, ils ont beaucoup pris à l'époque de colonisation de l'Afrique, ils ont beaucoup pris dans des pays africains et ils n'ont pas dit merci non plus. Voilà, donc on verra bien. On voit que Macron a totalement raté le dossier africain. Les troupes françaises ont quitté le nombre de pays africains et donc aujourd'hui ils sont orientés à des autres alliés. C'est pas le succès de Monsieur Macron, comme d'ailleurs les changements du gouvernement. Vraiment les propos de Emmanuel Macron sur l'Afrique. Eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tchiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique. Et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité, même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. C'est exactement ce que reproche le président tchadien au chef de l'État. Écoutez. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France
est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Réplique cinglante du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, rapporte le journal. Oui, pour lui, c'est la France qui est à l'origine de la déstabilisation de certains pays africains. Ousmane Sonko cite la Libye. Paris était au premier plan dans la chute du régime de Kadhafi qui a conduit à la propagation des groupes djihadistes et de l'insécurité au Sahel. Et puis, le Premier ministre sénégalais a eu également cette petite phrase: si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. La France est un partenaire essentiel, mais elle doit aussi considérer désormais que le Tchad a grandi, le Tchad a mûri, et le Tchad est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté. Le partenariat entre le Sénégal et la Russie est un partenariat que nous assumons, parce que le Sénégal est un pays souverain et se choisit ses partenaires. Nous sommes un pays libre et ouvert à tous les partenariats qui sont respectueux de notre souveraineté, de nos us et coutumes, de nos normes sociales et qui sont mutuellement gagnants. Ça nous importe peu, on peut dire, mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Ce que je connais, c'est-à-dire pour les armées, une fois qu'on s'est installé, c'est toujours très long de désinstaller. On l'a vu à plusieurs reprises. Avec ce type de fonctionnement, on peut le faire beaucoup plus rapidement. Le fait d'engager une société comme Géos, pour les domaines que j'ai évoqués, ça permet de recentrer ou d'alléger les charges administratives, les charges logistiques de l'État, si l'État voulait s'engager dans une mission comme ça. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Sous Blaise Compaoré, ils avaient réussi. Nos sentinelles prenaient donc la garde avec des bâtons. C'est ça que la France veut de nos armées. Donc nous sommes dans cette ouverture, réaffirmer notre souveraineté, y compris la souveraineté économique, le contrôle de nos matières premières, qu'on puisse discuter les choses par rapport à ça. Et sur le plan global, nous voulons travailler au niveau pour un monde multipolaire. Un monde où ce n'est pas un club de 2, 3, 4 pays qui contrôlent le monde, mais que les forces politiques, économiques, sociales qui sont apparues dans le monde, que chaque voix compte, qu'il y ait plus d'équité, que la politique de 2 poids, 2 mesures, ça cesse. Qu'on cesse aussi d'instrumentaliser les Africains les uns contre les autres, parce que moi je trouve que même notre différend avec la CEDEAO, c'est d'autres qui nous distraient. On n'en a pas besoin. Et encore une fois, si l'AES a été créé dans un contexte pour réagir à quelque chose, aujourd'hui nous sommes dans une dynamique de construction
d'une intégration régionale, d'une autre approche à cette intégration régionale, une intégration qui, de notre point de vue, doit être une véritable intégration des peuples et non une intégration d'État ou de chefs d'État. Et voilà. Il y a beaucoup de Kidal qui vont se passer aussi sur le terrain, dans notre espace. Nous souhaitons que vous soyez des observateurs objectifs avisés et que vous regardez comment vous engagez avec cet espace, mais avec ou sans vous, nous allons avancer. Il faut que les gens aussi comprennent ça. Si les Européens ne sont pas là, les Chinois seront là, les Russes seront là, les Australiens seront là. Donc aujourd'hui, là, on n'est marié à personne. Voilà. Moi, je pense que si on parle aussi d'intégration, je crois qu'Aurélien Agbenossi en a parlé tout à l'heure, nos pays ont fait près de 10 ans en train de lutter contre l'insécurité, on tuait nos gens par centaines, par milliers. On n'a pas senti la région. C'est vrai qu'il y avait les Nations Unies, mais l'Afrique a délégué. Ça, c'est notre responsabilité. Je ne blâme pas les Nations Unies qui sont venues où il y avait beaucoup de nos frères, mais l'Afrique a délégué sa responsabilité aux Nations Unies, qui a des limites institutionnelles pour nous aider. Et on n'est pas venu. Comment vous pensez que des populations maliennes, 10 ans, ont été tuées, massacrées par dizaines, par centaines, par milliers? On ne voit personne. Et subitement, il y a un chef d'État qui est entre les mains des gens, on trouve les moyens. La vie humaine, c'est quoi? Ça aussi, on peut se poser ce type de questions, quelle que soit l'importance d'un chef d'État. Est-ce que ces populations qui ont été tuées méritaient d'être tuées ou leur vie humaine ne vaut rien? Et ça, on voit ça aujourd'hui encore. La vie humaine en Ukraine n'est pas la vie humaine au Sahel. Là encore, je vais mettre en cause nos amis de l'Union européenne, tes anciens amis, où quand on se battait, on a négocié, vous et moi, avec d'autres de vos collègues pendant des années au Sahel. Il y avait la mission européenne de formation, il y avait ECAP, il y avait des militaires européens. On dit, aidez-nous, ils étaient en train de former nos gens, ils investissent des centaines de millions d'euros. Voilà ce que nous voulons, c'est train and équipe, former et équiper les gens. Mais les militaires maliens qui étaient engagés dans les formations européennes devaient amener leurs propres munitions. Et on nous a toujours dit que l'Union européenne ne donne pas d'armes létales. Et ce qu'on donne en Ukraine, ce n'est pas des armes létales? Est-ce que la vie d'un Ukrainien vaut mieux que la vie d'un Sahélien? 2 poids, 2 mesures. Subitement, il y a la guerre en Ukraine, subitement, les armes létales sont autorisées. Et les Sahéliens qui sont morts par milliers, qui a ça sur la conscience de ne pas avoir fait ce qui est nécessaire, et de venir aujourd'hui accuser le Mali de dire oui, mais vous travaillez avec la Russie, vous ne travaillez pas avec moi, etc. Vous me tournez le dos. Quelqu'un a posé la question, ancien partenaire, nouveau partenaire. Ça, je vais vous répondre, madame. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça, oui, pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau? Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale, parce que la Russie n'a colonisé aucun pays. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. On parle d'anciennes puissances coloniales qui ont des habitudes qui ne sont pas parties. Maintenant, nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens vous dites que vous ne donnez pas d'armes létales. Le Mali, c'est qu'on a avec la Russie. Ce n'est pas des prêts, ce n'est pas des dons, on achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains, on dit qu'on achète, ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? Et subitement, en Ukraine, vous vous êtes rendu compte qu'il leur faut des armes pour se battre. Donc je pense que quand on fait ce genre de comparaison aussi, il faut qu'on se dise, non, nous on n'est pas dans ça. Avec chaque partenaire, on cherche ceux qui peuvent résoudre pour le moment donné. Si c'est la Russie qui peut m'aider sur le plan militaire, je ferai. Si demain, c'est les Américains qui font mon affaire sur le plan économique, je ferai. Si c'est demain les Turcs qui peuvent... Donc moi je pense qu'il faut que les gens comprennent que nous sommes dans ce schéma. Parce que quand le Mali a voulu choisir, on nous a dit que non, vous ne pouvez pas choisir. On dit aux gens, non, tu viens dans ma maison, mais tu me dis que moi, je vais dormir dans telle chambre, tu chasses ta femme et ton voisin ne viendra pas chez toi. On était dans ce type de situation. Quelqu'un dit oui, la souveraineté, on en a parlé pendant des années. Ce n'est pas un concept nouveau. Mais ce n'est pas un concept nouveau parce que l'Afrique francophone n'a pas grandi, elle est restée adolescente. Elle n'a jamais été décolonisée. Pourquoi on a 6 coups d'État dans des pays francophones et pas dans des pays anglophones? Ça, ce sont des questions de fond qu'on doit répondre. C'est pourquoi nos pays en sont. C'est une honte pour nous que 60 ans après les indépendances, on parle même de souveraineté. Parce qu'on ne l'a pas. Ni monétaire, ni économique, ni politique.
Donc je crois que ça, il faut vraiment intégrer ces éléments dans l'élément. Je crois que tu as parlé aussi de crédibilité, c'est ça. Quand on dit au pays démocratie, ceci, mais nous voulons tous la démocratie. Le Mali a été un modèle de démocratie avant de tomber là où nous sommes tombés. Mais il faut aussi regarder les choses dans l'ordre. Mais vous disiez, bon, les pays où il y a eu le coup d'État, on parle de qui? On parle du Niger, du Mali et du Burkina comme s'il y a eu des coups d'État que chez nous. Mais les autres là, il s'est passé quoi? Pourquoi personne ne s'interroge? Pourquoi personne n'interroge l'absence d'élection en Ukraine? Pourquoi? Grande question encore. 2 poids, 2 mesures. Donc je vais revenir un peu, tu as raison, l'industrialisation, la transformation, c'est la clé. L'armée. Lorsque nous arrivons à cette étape, nous n'avons pas le choix que de vouloir qu'ils viennent s'installer. Mais l'armée burkinabé a réussi à un moment donné à se débarrasser des conseillers militaires. Malheureusement, je pense qu'en 2019, après l'opération Otapoinou, où ces Français ont vu que l'armée burkinabé avait encore une capacité de réagir au terrorisme, ils ont appelé le chef d'état-major en France, ils l'ont instruit de reprendre les conseillers militaires dans toute la structure. Eh bien, il n'a pas accepté, mais au retour au pays, les politiques l'ont instruit d'accepter les conseillers militaires. Et c'est là que les conseillers militaires sont revenus dans l'armée burkinabé en 2019. Avec toutes les conséquences qu'on connaît, l'armée était en train de disparaître dans les années 2020-2021. Et d'ailleurs, c'est le moment où beaucoup de militaires ont dû déserter parce qu'il n'y avait plus d'espoir. On était en train de s'effondrer. Voilà un peu comment ils travaillent. À l'état-major général des armées, dans tous les états-majors d'armée, dans les écoles, c'est eux qui sont censés dicter la politique de notre armée. C'est eux qui nous disent combien recruter, quand recruter et qu'est-ce qu'il faut en faire. Ils sont dans les écoles pour nous dire comment il faut les former et ainsi de suite. Tant que ces conseillers militaires sont là, vous n'êtes pas indépendant. Votre armée aura juste l'apparence d'une armée qui sera là en train de faire des parades, du cirque. Mais lorsque viendra la guerre, vous vous rendrez compte que la parade, c'est une chose, mais la guerre, c'est une autre chose. Il faut rompre les accords. C'est la seule façon d'avoir une armée indépendante et se construire, être fort. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas peut-être. Et même avec ces accords, la France, c'est à travers ces mêmes accords. Mais en réalité, ces officiers qui partent se former pour la plupart, pour la France, ils viennent pour servir l'État français dans leur pays. Ils ne viennent pas pour servir nos pays. Ils les forment pour qu'ils viennent servir les intérêts de l'État français. J'en veux pour preuve. Lorsque nous nous sommes révoltés, beaucoup d'officiers au Burkina qui ont été formés en France ont été immédiatement contactés pour leur dire que c'est le moment de se mettre en action parce que vous avez été formés pour ça, pour servir les intérêts de la France. La plupart de ces officiers nous ont rendu compte, nous avons pris acte et nous continuons de suivre. Lorsque un officier formé en France arrive dans son pays et par malheur meurt soit par accident ou bien sur le champ de bataille, en France, il y a une nuit d'hommage aux morts dans l'armée, comme partout ailleurs. À la nuit d'hommage aux morts, on cite le nom de l'officier en question et on dit « mort pour la France ». Il ne le forme pas pour servir son pays, il le forme pour servir leur État. Et dans beaucoup d'États africains, il y en a plein de ces officiers. Combien sont patriotes, Dieu le sait. C'est une leçon que Emmanuel Macron a donnée encore au chef d'État africain, de se rattraper et de pouvoir vraiment mener cette lutte contre l'impérialisme. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains.
Ce sont des messages très forts qu'ils passent. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux, il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros. Par leur simple bouche. Ils décident de ce qu'ils font. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Et je vous invite à incorporer ce combat, à travailler en sorte que nous soyons réellement indépendants, que nous soyons autosuffisants et que nous puissions nous développer, connaître le bonheur, ce à quoi notre peuple aspire. Merci, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et une très bonne année. Et que, à la fin de cette année 2025, en faisant la rétrospective, nous devrons nous dire que nous avons apporté un grand plus à notre nation. Merci beaucoup à tous, que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre chère patrie. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous voulez moi faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon SAV.